Violences sexuelles en milieu militant. Aller vers des solutions transformatives. Attention. Sans faire de récit détaillé, cette brochure contient des mentions d'agression sexuelle, de viol, de violence et de harcèlement. Cette brochure reflète l'état de ma réflexion au moment où j'en termine la rédaction en mai 2020. Il m'a fallu plusieurs mois pour l'écrire, plusieurs mois pendant lesquels cette réflexion a continué à évoluer et à s'affiner, en grande partie grâce aux nombreux et passionnants échanges que j'ai pu avoir avec un certain nombre de personnes qui se reconnaîtront et que je remercie d'avoir pris le temps de lire et relire, de me faire part de leurs observations et critiques, de me partager de la documentation, etc. Mon positionnement n'est toujours pas figé aujourd'hui. Je conçois ce texte comme une base pour susciter des échanges, des discussions, élargir encore la réflexion, et je l'espère, permettre une évolution des regards et des pratiques vis-à-vis des situations de violence sexuelle. L'enregistrement de cette brochure sera fait en 3 parties. Une partie introduction, puis une partie 1 intitulée « Pourquoi je pense que la seule mise à l'écart n'est pas une solution pertinente ?» et enfin une deuxième partie intitulée « Comment on fait autrement ?» Introduction. Il y a près de 2 ans, un ami proche, homme cis-hétéro, que j'appellerai Martin dans cette brochure, a été accusé par une femme de l'avoir violé à une période où il et elle étaient en relation. Cette accusation n'a pas été portée devant la justice, mais a été dévoilée auprès des milieux militants que nous fréquentions. J'écris cette brochure pour raconter pourquoi et de quelle manière j'ai été amenée à accompagner cet homme dans sa réflexion, pour déconstruire ses postures dominantes et tendre vers une vie affective et sexuelle respectueuse et égalitaire. Il ne s'agit pas d'une méthodologie clé en main, et je ne me revendique pas experte sur le sujet, mais il me semble important de partager mes questionnements, les solutions que nous avons adoptées et l'analyse que je tire de cette expérience. J'espère que ce document pourra nourrir la réflexion d'autres personnes qui soit se questionnent sur l'opportunité d'une telle démarche, soit envisagent ou sont en train de mener une démarche similaire, que ce soit en tant qu'agresseur ou comme accompagnant-accompagnante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à indiquer que j'ai le souci, en rédigeant ce texte, de ne blesser ni heurter personne. Je pense en particulier à des personnes qui auraient été victimes de violences sexuelles. Ma légitimité à écrire ce texte ne me vient que de cette unique expérience d'accompagnement et de l'analyse que je fais des documents qui ont nourri ma réflexion à cette occasion. J'ai conscience que de ce fait, il peut paraître très centré sur l'auteur de viol et donner l'impression de ne pas prendre en considération les besoins et le vécu de la victime. Je tiens à rappeler que pour moi, la première des priorités, lorsqu'une violence sexuelle est révélée, est de respecter la parole de la victime et tenir compte au plus près possible de ses besoins. Pour préciser mon positionnement sur cette question, je mets en annexe un texte que j'ai pu écrire à une autre occasion et qui s'appelle « La non-remise en question de la parole de la victime, un positionnement politique indispensable ». Dans ce cas précis, je n'ai pas été en contact avec la victime et n'ai pas joué de rôle particulier auprès d'elle, de sorte que je ne pense pas avoir grand-chose à apporter à la réflexion sur ces questions. D'autres en parlent beaucoup mieux que moi. Voir par exemple la brochure « Combien de fois 4 ans ?», l'épisode « Justice pour toutes » du podcast « Un podcast à soi », ou encore le documentaire infrarouge « Sexe sans consentement ». Il me semble important, avant de commencer, d'expliciter les éléments qui vous permettront d'apprécier d'où je parle, puisque mon propos est inévitablement subjectif. Je suis une femme cis, blanche, petite bourgeoise intellectuelle et assimilée hétéro. Ma rencontre avec le milieu militant et le féminisme est relativement récente, ce qui fait que quand cette histoire a commencé pour moi, ma connaissance des pratiques militantes était limitée et mon positionnement idéologique très incertain. Je le savais et j'ai consacré beaucoup de temps à me former et à m'informer. J'ai rencontré Martin quelques mois avant qu'il soit accusé de viol, mais je ne le connaissais pas encore au moment où il a commis ces faits. Nous étions et nous sommes toujours amis. À l'époque, nous nous voyions régulièrement dans le cadre de nos activités militantes et aussi en dehors.
Je ne connais pas la victime, j'ignore son identité. J'ai par le passé été victime dans une relation de couple, de violences répétées et d'une agression sexuelle dans un contexte de violence, proche d'un viol. Le travail de réflexion que j'ai mené en amont puis avec Martin m'a permis de prendre conscience des nombreuses autres situations vécues où mon consentement n'a pas été respecté. Mon activité professionnelle m'a conduite, à plusieurs reprises, à accompagner des femmes victimes de violences physiques et sexuelles, mais aussi des auteurs de ces mêmes types d'actes, dans les procédures judiciaires correspondantes. À l'époque, Martin était notamment membre de 2 collectifs, l'asso dont je faisais également partie et un autre collectif. L'accusation de viol a été dévoilée auprès de ce second collectif dont je ne faisais pas partie. Ce collectif en a informé Martin, qui a immédiatement fait savoir qu'il ne remettrait pas en cause la parole de la victime, même si lui n'avait pas perçu au moment des faits qu'il était passé outre son consentement et qu'il se retirait du milieu militant. Notre asso a été informé de ces éléments par un email de ce collectif. Nous n'avions pas de contact direct avec la victime, dont nous ignorions l'identité. Nous avons alors dû, dans mon asso, réfléchir à la réponse à y apporter. Les discussions se sont essentiellement orientées autour de l'exclusion de Martin et des modalités pratiques pour permettre de s'assurer qu'il ne fréquenterait plus notre milieu, sans qu'au final aucune décision claire ne soit prise. Nous avons aussi initié quelques réflexions sur la responsabilité collective que nous pouvions porter, qui n'ont pas vraiment abouti non plus. Le fait de ne pas envisager de proposer à Martin un espace qui lui permettrait de questionner ses positionnements ne me satisfaisait pas, et j'ai vainement tenté d'amener la réflexion vers d'autres propositions. C'était la première fois dans mon asso que nous avions à gérer une telle situation. L'autre collectif, celui auprès duquel les faits ont été dévoilés initialement, semblait, d'après les informations dont nous disposions, avoir une réflexion plus avancée et envisager l'accompagnement de la victime comme de l'agresseur. En réalité, aucune proposition de travail de réflexion n'a été faite à Martin par ce collectif. À l'époque, mon positionnement n'était pas clairement construit idéologiquement. C'est à l'occasion de ces discussions, et parce que j'ai décidé de pallier seul auprès de Martin à ce manque de solutions d'accompagnement, que j'ai pu mener la réflexion que je vais essayer d'exposer dans cette brochure. Je vais d'abord exposer les raisons pour lesquelles la solution de la mise à l'écart sèche ne me convient pas, pour ensuite amener la réflexion sur d'autres manières envisageables de répondre aux violences sexuelles, et expliciter la manière dont Martin et moi nous y sommes pris concrètement.